Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le professeur Casals. Effectivement, Krauss a été victime d'un manuscrit assez étrange. La première phrase du grand ouvrage qu'il a écrit sur le nazisme, pour moi, c'est un des ouvrages majeurs, malheureusement encore trop peu connu. La première phrase en allemand, c'est « Zu Hitler fällt mir nichts ein », c'est-à-dire, traduit, rien ne me vient à l'esprit à propos de Hitler. Ce qui voulait dire à peu près, si on prend les choses à la lettre, je suis tellement assommé que je ne trouve rien à dire sur Hitler. Et en dépit du fait qu'il avait publié un numéro entier de la Fackel intitulé « Warum die Fackel nicht erscheint », pourquoi la Fackel ne paraît pas, qui contient une bonne partie du contenu de Dritte Walpurgisnacht. Donc il s'était bel et bien exprimé sur le nazisme, mais le fait est que le livre intitulé Dritte Walpurgisnacht a été publié seulement de façon posthume en 1952. Donc il y a encore des gens qui pensent assez souvent que le grand moraliste Krauss, le grand moraliste, le grand satiriste Krauss n'a rien trouvé à dire sur Hitler, ce qui est absolument effarant, parce que quand on lit le Dritte Walpurgisnacht, c'est une des dénonciations les plus extraordinaires que l'on puisse lire des mécanismes de la propagande, ce qui est peut-être le plus génial. Il n'y a pas seulement la dénonciation de l'horreur, évidemment, sur laquelle on a l'impression que Krauss, même s'il voit ça, regarde ça de Vienne, il sait tout, il voit tout. Et il voit tout en partie parce qu'il est capable de lire. Il lit notamment l'Arbeiter Zeitung, une bonne partie des exemples qu'il prend pour sa dénonciation des crimes commis par les nazis, des crimes et des exactions de toutes sortes commis par les nazis. Une bonne partie viennent de la lecture des journaux. Donc il est absolument ridicule et infâme de prétendre qu'on ne pouvait pas savoir. On pouvait parfaitement savoir. Et Krauss en donne la démonstration. Et ce qui fait peut-être le plus extraordinaire, à mes yeux, c'est, encore une fois, c'est la dénonciation des mécanismes de la propagande. Et là, il fait preuve d'une lucidité véritablement extraordinaire. En particulier, il développe une théorie particulièrement remarquable qu'on a de fréquentes occasions d'appliquer, qu'il appelle la théorie de l'innocence persécutrice. C'est-à-dire le personnage qui réussit à se... Il s'agit de l'Allemagne, donc l'Allemagne vaincue de la guerre de 14, animée par un esprit de revanche extrêmement violent, qui se présente dans la position de l'innocence persécutée, et qui tire argument de ça pour se permettre des violences de la pire espèce. Ça revient en gros à dire je n'ai fait que me défendre, ce qui est effectivement l'attitude adoptée par les ligues paramilitaires allemandes, par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent à provoquer, si possible, une deuxième guerre mondiale qui donnera l'occasion, la possibilité à l'Allemagne de prendre sa revanche. Et Krauss va jusqu'à dire que ce qui caractérise la propagande, c'est le fait que celui qui commet le crime finit par ne plus croire lui-même qu'il le fait. C'est-à-dire non seulement des gens qui sont des témoins oculaires des horreurs commises ne les croit pas, ne croit pas ce qu'il voit, mais même celui qui en est l'auteur ne le croit pas non plus. Et tout ça est attribué à ce qu'on appelle à l'époque Greue Propaganda, c'est-à-dire c'est la propagande de l'horreur, qui est une invention des ennemis. Ce sont les nations ennemies qui, à chaque fois, donc, essaient de discréditer un pays qui se présente dans le rôle de la victime innocente. Donc là, je ne peux pas évidemment rentrer dans les détails de la manière dont Krauss démonte et dénonce ce genre de procédé, mais à mon avis, ça fait partie de ce qu'il y a de plus, ce qu'on peut trouver de plus extraordinaire, de plus dévastateur en matière d'analyse et de dénonciation des mécanismes de la propagande. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est rapproché, on le rapproche de temps à autre d'Orwell, en particulier des textes qu'Orwell a écrits à propos de la guerre civile espagnole, qui a été une occasion pour lui de découvrir qu'à partir d'un certain moment, il n'est plus possible de savoir la vérité, puisque aucune des parties engagées dans le conflit n'est dans une position qui lui permet réellement de la dire, pas même ceux qui sont du bon côté, finalement. Il faut voir tous les démêlés que Orwell a eu à cette occasion-là, et il finit par en tirer la conclusion que les régimes totalitaires sont des ennemis irréductibles de la vérité objective. C'est exactement ce que pensait déjà Krauss, qu'il avait dit de bien de toute façon. Orwell fait remarquer, par exemple, que pour les nazis, la science, ça n'existe pas. Il y a une science allemande, il y a une science juive, etc. Il n'y a pas la science en général, la vérité, c'est la même chose.
Et donc, un des problèmes que Krauss a posé, au moins implicitement, est celui-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une complicité, c'est un problème qui a été évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une complicité entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique pour déconsidérer la notion de vérité elle-même au profit d'une seule forme de vérité qui peut encore prétendre exister, c'est la vérité du jour. C'est-à-dire aussi bien pour les hommes politiques que pour les journalistes, la seule vérité qui compte, c'est la vérité d'aujourd'hui. La vérité d'aujourd'hui peut parfaitement être dénoncée demain comme une fausseté, etc. Et ça, c'est les gens, aux yeux d'Orwell, c'est un désastre épouvantable, ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire Orwell va jusqu'à dire que même après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas encore une idée exacte de ce que peut donner la propagande, de ce que la propagande est capable de faire. Et ça, voilà, ça c'est une des choses, je crois, pour lesquelles on peut être reconnaissant à Krauss. Il avait parfaitement compris de quelle façon les choses se passaient. Et quand on le lit, on est plutôt étonné de ce qu'a été l'aveuglement général. C'est-à-dire on est plutôt étonné qu'un nombre aussi grand de gens n'aient littéralement rien compte de tout ça. C'est-à-dire ne se soient pas rendu compte de ce qui était en train de se préparer, de la façon dont ils étaient manipulés à la fois par le pouvoir politique et par le pouvoir médiatique. Et en ce qui concerne la dénonciation, qui a été un des thèmes centraux du travail de Krauss, donc la dénonciation de la toute-puissance de la presse, quelqu'un a dit aussi il y a un instant que, aux yeux de Krauss, la presse est sous la dépendance directe du marché. Krauss dit même, à peu près textuellement, que la presse, le journaliste, est un auxiliaire dévoué dans le système du marché universel. Donc, il ne peut pas y avoir, à ses yeux, d'indépendance véritable entre la presse et le règne, voire la dictature du marché. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait crucial pour lui. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir ce qu'il aurait voulu au juste. Dans les moments d'exagération satirique, puisque ça fait partie de la manière d'être du satiriste que d'exagérer. Krauss dit même, il en arrive à dire à certains moments, le satiriste n'a plus sa place dans le monde actuel parce qu'on ne peut plus exagérer. On ne peut plus exagérer parce que la satire, qui pouvait avoir l'impression d'être en avance, est immédiatement rattrapée et dépassée dans le ridicule et dans l'horreur, souvent par la satire est dépassée par la réalité. Donc quand Krauss exagère, il dit entre la presse et moi, c'est une guerre à mort, qui ne pourra s'achever que par la disparition d'un des deux adversaires. Alors, est-ce qu'il voulait dire, est-ce qu'il faut prendre ce genre de déclaration au sérieux? Bon, ça je ne crois pas. Je pense que Krauss n'a jamais rêvé de voir la presse mourir de sa mort ou mourir de mort violente. Mais ça pose la question de savoir, je crois que c'est le professeur Casals aussi qui fait cette remarque, ou non, je crois que c'est Sandra Santana, excusez-moi, que la presse est à coup sûr indispensable dans toutes les sociétés démocratiques. C'est même l'existence d'une presse libre est considérée comme absolument indispensable dans une société démocratique digne de ce nom. Ce qui paraît difficilement contestable. Mais en même temps, je pense qu'on peut très bien montrer, et ça a été fait de différentes façons, on peut très bien montrer, et Krauss l'avait déjà fait, que la presse est aussi tout à fait capable de travailler d'une multitude de façons contre la démocratie. Autrement dit, elle applique une technique qui est assez efficace, qui consiste à chaque fois qu'elle est critiquée de façon un peu trop sévère, à ses yeux, la réplique c'est « mais critiquer la presse, c'est au fond critiquer la démocratie ». Alors évidemment, il est particulièrement facile de s'abriter derrière cet étendard, donc la défense de la démocratie, derrière lequel tout le monde est prêt à souligner, nous sommes tous des défenseurs de la démocratie. Est-ce que défendre la démocratie, oblige simultanément à défendre en toute occasion la presse, y compris lorsque elle constitue elle-même, et elle le fait, à mon sens assez simplement, lorsqu'elle constitue elle-même une menace plus ou moins directe pour la démocratie. C'est une question qui me semble tout à fait centrale.